Merci. Merci à vous. Vous allez vite vous rendre compte qu'on va avoir un problème. Enfin, pas qu'un, je pense, mais en tout cas là, présentement, un. Mesdames et messieurs, merci pour votre accueil déjà, et bienvenue à ce congrès de l'ESS. Je dis bien d'ailleurs le congrès de l'ESS et pas le congrès de ESS France, parce qu'il est ouvert évidemment à tous. Vous venez d'un peu partout en France, vous étiez plus d'un millier d'inscrits, il y en a d'autres, des centaines je crois, sur liste d'attente, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs. Certains d'entre vous sont venus de loin. Je veux tout de suite dire d'ailleurs que nous accueillons notre ami Jules Gouin, président du réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire, qui est venu spécialement. Des amis d'Italie, de Belgique, d'Espagne, de Pologne demain, et puis vous tous bien évidemment, des Outre-mer et des différents territoires de la France. Il me revient l'honneur d'ouvrir ce congrès, bien que, vous le savez, Zala l'a rappelé cruellement, bien que je ne sois plus président de ESS France depuis maintenant quelques heures. C'est le deuxième congrès de l'ESS que nous organisons. Cette édition s'inscrit, comme vous le savez, dans le contexte du 10e anniversaire de la loi, mais je ne peux pas ouvrir ce congrès sans évoquer directement le contexte politique. Je ne ferai pas que ça, rassurez-vous. Car en effet, comme pour notre premier congrès en décembre 2021, nos débats qui pouvaient s'annoncer joyeux, prospectifs, conquérants, et d'ailleurs ils doivent le rester autant que possible, vont néanmoins s'inscrire pleinement dans la gravité de l'instant. Celui d'une implantation électorale sans précédent de l'extrême droite de notre pays, et plus généralement, d'une droite radicale et populiste dans toute l'Europe. Depuis hier, nous avons par ailleurs la confirmation que les digues tombent et que nous avons potentiellement devant nous une droite qui est en froid avec l'état de droit et qui combat l'idée que l'avenir de nos sociétés passera par plus de coopération et de solidarité. Les digues tombent en même temps que les masques. Et nous voici, projet contre projet. Je me doute bien, et d'ailleurs j'espère, que nous n'avons pas tous ici les mêmes convictions politiques, que nous les exprimons dans une assez large variété au moment des élections. C'est heureux, normal, lorsque l'on représente une telle diversité d'organisations et d'activités, et que, après tout, ce sont d'abord des histoires humaines. Cette diversité est d'ailleurs une force, mais n'oublions pas, dans cette diversité, notre unité, celle que nous avons proclamée en tant que militants de l'ESS en décembre 2021, à quelques encablures d'ici, en proclamant la République de l'ESS, nous sommes convenus tous ensemble que nos raisons d'agir sont profondément ancrées dans une vision commune de la société et du monde. Cette vision est celle d'une société apaisée et ouverte, démocratique et solidaire, innovante et coopérante. Une vision qui nous permet surtout d'aller chercher le meilleur chez nos concitoyens, même lorsqu'ils souffrent ou lorsqu'ils sont en colère. Une vision qui ne flatte pas les bas instincts. Alors on peut trouver cela naïf, laxiste ou généreux. Je crois personnellement qu'il s'agit tout simplement d'abord de l'humanisme forcené et qu'il nous appartient de l'opposer toujours et encore au vent mauvais de la xénophobie décomplexée, de l'acceptation des inégalités, des attaques contre les fondements démocratiques, le tout enveloppé dans un pseudo-patriotisme qui oublie tout ce qu'il doit à l'universel. Alors que la convocation d'élections législatives anticipées nous fait craindre le pire, j'ai la conviction que nous avons à nous opposer fermement à la perspective d'avoir affaire dans 3 semaines à une majorité de députés et à un gouvernement du RN épaulé de quelques complices, pour ne pas parler de collaborateurs. Il y a quelques semaines, nous déplorions la mort de Claude Alfandéry, notre ami, et nous buvions quasi religieusement ses dernières paroles de combattant. Nous y voilà. Nous y voilà, mes amis, et nous avons de la chance. Il ne s'agit que d'utiliser les armes démocratiques. Celles du débat, de la parole, de la manifestation et bien sûr du vote. Il faut bien sûr nous opposer individuellement dans nos actes de citoyens, c'est une évidence. Mais je crois qu'il le faut aussi dans nos responsabilités de dirigeants et si possible collectivement, pour ne pas laisser seuls les responsables politiques fixer les termes du débat et donc de notre avenir. Alors bien sûr, je connais notre paradoxe, nos contradictions,
Nous sommes sans doute ici, même si on ne peut pas le préjuger, largement d'accord sur ce qu'il faut éviter, mais beaucoup moins sur le fait que nos organisations et entreprises puissent y prendre une part active par notre voix. Et la mienne, d'ailleurs, commence déjà à souffrir. J'entends l'argument qui consiste à dire que nous ne pouvons pas trier nos adhérents, nos salariés, nos clients en fonction de leurs opinions politiques et que nous pouvons encore moins les prendre en otage avec nos convictions de dirigeants. C'est un argument qui est légitime, mais il n'est pas ici question d'établir des discriminations en fonction de l'opinion des uns ou des autres. D'abord parce que le vote est sacré, que l'électeur même du RN a le droit de s'exprimer, comme d'être écouté. Bien sûr, tous les électeurs du RN ne sont pas racistes, bien sûr, mais il est avéré que le vote RN libère le racisme. Et il est certain qu'ici, nous n'avons pas tous à en souffrir de la même façon, et ce n'est pas une raison pour l'oublier. C'est pourquoi, mes chers amis, il s'agit d'assumer le débat sur l'incompatibilité entre ce que nous défendons et ce que nous promet l'extrême droite. Certes, vous me direz que ce ne sont que des promesses politiques, et qu'après tout, pourquoi serait-elle tenue? Mais quand même, et si je peux me permettre, dans le même temps, croyez-vous que certains milliardaires franchement engagés à l'extrême droite d'un autre pays s'embarrassent de tels états d'âme lorsqu'il s'agit de prendre le contrôle de nos données, de nos médias, de nos produits de consommation, voire même de nos sources d'énergie? Ont-ils autant de scrupules que nous? Ne nous imposent-ils pas de fait leur vision du monde? Ne nous prennent-ils pas eux-mêmes en otage? Comprenez bien mon propos qui est aujourd'hui peut-être un peu plus libre que d'habitude, je l'entends. L'ESS ne peut pas être partisane car il ne s'agit pas de donner des consignes de vote pour tel ou tel parti. Je l'ai dit, notre diversité est une force et il faut la préserver sans l'instrumentaliser. Mais l'ESS ne peut pas être neutre lorsqu'il s'agit d'atteinte délibérée à l'état de droit, d'atteinte à la justice sociale, d'atteinte à l'égalité entre les personnes à raison de leur genre ou de leurs origines. J'exagère? Non. Tout ceci figure dans le programme du Rassemblement national et même déjà, à vrai dire, je pense à nos amis de Mayotte, déjà à l'œuvre dans certains territoires de notre République, où la chasse est ouverte. C'est ça la réalité, mes amis, lorsque le racisme se libère. C'est pourquoi, à l'issue de ce congrès, mon successeur Benoît Hamon, avec les nouvelles instances de l'ESS France qui l'ont délibéré ce matin, lancera un appel à la défense républicaine, même si on ne va pas l'appeler exactement comme ça. C'est bien le moins que nous pouvons faire de ce moment historique pour notre démocratie. À vous, à nous, d'agir avec nos et vos moyens, et peut-être un peu plus. Je vous le dis, je pense que dans ce genre de circonstances, la République, ce n'est pas seulement dans notre fort intérieur d'électeurs. Pardon pour le jeu de mots, mais là, ça ressemble plutôt à fort à l'amour. Nous avons une riche histoire, des réalisations fortes, des personnes formidables engagées à nos côtés. Alors à quoi sert l'ESS si elle est elle-même désarmée? Si nous ne disons rien maintenant, que pourrons-nous dire demain si nous avons encore le droit? Vous le savez, ce congrès est placé sous les auspices de notre imaginaire commun, celui qui nous anime et qui nous porte avec l'idée qu'il est toujours possible de faire en sorte que les choses aillent mieux, à condition de le rendre possible collectivement. Nous en sommes fiers, je crois, mais il faut bien reconnaître que cet imaginaire de progrès n'est pas suffisamment connu de tous, ni accessible à tous. Soyons humbles, mais ne soyons pas timides, pour dire que nous travaillons à un monde meilleur, nous tous, quelles que soient nos activités, et qu'il suffit de le dire fort pour recommencer à gagner du terrain sur l'obscurantisme, sur l'injustice et sur l'égoïsme. Parce que nous sommes solidaires les uns des autres, parce que nous faisons vivre la démocratie en dehors des assemblées parlementaires, parce que notre conception de la valeur n'a pas de prix, parce que nous respectons toutes les ressources que nous utilisons. Ce que nous représentons par nos organisations, par nos entreprises, par nos réseaux, c'est l'idée confiante d'une économie citoyenne en phase avec les besoins auxquels nous répondons par nos services, biens, activités, mais une économie aussi en phase avec les enjeux plus globaux qui dessinent l'espace de notre responsabilité collective et qui justifient toujours le choix d'une organisation collective. En ce sens, l'ESS est bien une économie populaire. Notre congrès doit nous permettre de défricher les nouvelles conquêtes, les ambitions collectives qui vont non seulement permettre à l'ESS de gagner en reconnaissance et en position nouvelle, mais aussi de lutter contre les passions tristes
qui mine notre pays et notre démocratie. Nous savons tous que la démocratie politique va mal, qu'elle est souvent déconnectée et impuissante. L'audience de l'extrême droite, d'ailleurs, qui se présente sous les habits du bon sens, se nourrit largement de cela, d'autant plus qu'elle bénéficie d'une présomption de virginité, si je peux employer ce mot. Les divisions sempiternelles de la gauche sont désespérantes pour ceux qui fondent encore des espoirs en elle. Et ses propres errements ne font pas de ces multiples boutiques des partenaires aussi naturels qu'ils l'ont parfois été. Quant au camp présidentiel, c'était peut-être aussi, mais c'est notre sens. Quant au camp présidentiel, il se résume aux marques d'intérêt de nos ministres de tutelle, mais il faut dire que son logiciel disruptif, encore à l'épreuve aujourd'hui, n'est pas tout à fait le nôtre sur bien des sujets. Il va donc falloir en grande partie compter sur nous-mêmes. Ça tombe bien, ce n'est pas la première fois. Car si nous savons que la démocratie politique est malade, nous constatons par nous-mêmes que nos concitoyens ont soif de justice, de reconnaissance, qu'ils sont dynamiques, solidaires, entreprenants et qu'ils ne sont pas aussi renfermés sur eux-mêmes qu'on le dit. On sait qu'ils s'expriment de bien des manières et qu'ils ne pratiquent pas, eux, l'abstention en toutes circonstances. Ils veulent d'abord être vus, entendus, respectés. Ils ne veulent pas qu'on fasse leur bonheur à leur place, ils veulent simplement, en tout cas ils nous prient, de ne pas le leur gâcher. Cela peut être notre rôle que de leur donner cette haute visibilité, pour faire référence au symbole des Gilets jaunes. C'est donc à nos organisations de s'ouvrir, de se régénérer, de réhabiliter le débat et la délibération, et donc peut-être de sortir aussi un peu de nos habitudes. L'ESS est une économie politique. Non seulement car elle se soucie de la société et du monde dans lequel nous vivons, mais aussi parce qu'elle s'appuie sur la citoyenneté et sur le rêve d'une humanité fraternellement organisée. Parce qu'elle a besoin de la confrontation d'idées et des compromis fertiles qui en résultent, mais toujours dans des cadres patients, à l'opposé de l'activisme souvent stérile des réseaux sociaux et de la mise en valeur de soi-même. Il faut revendiquer cet autre rapport au temps et même à l'espace. Nous sommes dans le concret et le relationnel, pas dans le virtuel et l'anonymat. Ce n'est pas toujours clinquant, mais il va falloir savoir donner, merci cher Eric pour m'en avoir donné l'idée, donner la fièvre de l'ESS. Et à l'ESS aussi d'ailleurs peut-être. Somme toute, réapprendre à faire des choses plus grandes que ce que nous sommes chacun d'entre nous. Réconcilier l'ESS avec tout le potentiel qui est le sien. Il nous faut pour cela des ambitions, c'est l'objet de ce congrès, que d'en débattre, et merci d'ailleurs pour vos nombreuses contributions. Il va falloir aussi mobiliser un imaginaire fort. Il nous faudra enfin pouvoir nous appuyer sur une organisation commune qui soit toujours plus utile et efficace. Et puisque c'est l'heure de quitter mes responsabilités, je vais revenir sur ce que nous avons construit ensemble. Je ne vous assommerai pas d'un discours bilan, mais je veux brièvement retracer la route qui nous a conduits jusqu'ici. Je vais vous le dire simplement. Ce dont je suis le plus fier, c'est que nous puissions dire de l'ESS qu'elle est une seule famille. C'est au forum... Merci, ça me fait très bien. Je m'en souviens avec émotion parce que c'est au forum ESS de Niort, fin janvier, que nous le sommes dit pour la première fois, comme une déclaration, première fois, avec Claire, Éric, Marion et même Benoît, qui était d'ailleurs là, c'est une prémonitoire ou pas, j'en sais rien. Bien sûr, je connais bien nos débats, je m'en souviens bien de nos débats. Entre nous, quelques esprits goguenards qui moquaient les vieux acteurs branlants historiques de l'ESS ou ces acteurs innovants donneurs de leçons. Bref. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il ne fallait pas choisir les uns contre les autres. Il fallait au contraire écouter pour fédérer, comprendre pour unir, respecter pour agir. Il fallait du temps, nous l'avons pris. Il fallait l'énergie, là c'est vous qui m'en avez pris un peu. Le travail n'est évidemment pas terminé pour gagner en cohérence et en efficacité, pour renforcer les CRES, pour diffuser la culture de l'ESS dans tous nos réseaux et dans nos organisations, pour développer les entreprises de l'ESS, pour plus généralement promouvoir la citoyenneté économique et sociale. Nous avons fait beaucoup, mais je regrette surtout l'inachèvement du chantier des écosystèmes territoriaux, qui est pourtant essentiel à la réalisation de nos grandes ambitions. Plus de mutualisation, plus de cohésion, plus de coopération entre nous pour plus d'audience et de développement de l'ESS. Merci aux présidentes, aux présidents, directrices et directeurs de CRES. Vous êtes, je n'ai pas de votre monde, mais on s'en a appris à se connaître. Vous êtes la première ligne de l'ESS,
dans les territoires et auprès des collectivités qui constituent aujourd'hui un terreau si favorable pour l'ESS, en métropole, et j'y insiste, dans les Outre-mer, où je suis fier du travail qui a été accompli. Merci à tous les membres de ESS France d'avoir permis de renforcer la voix commune de l'ESS, en plus de chacune de vos préoccupations et de vos activités. Durant ces années, nos relations avec l'État auront été ambivalentes et finalement insuffisantes, malgré la qualité du dialogue avec Olivier Grégoire, je le dis, qui sera là tout à l'heure, hier comme aujourd'hui, et la présence à ses côtés aujourd'hui de Maxime Baduel comme délégué ministériel. Je me réjouis que pour la première fois, le ministre de l'Économie et des Finances vienne demain à notre congrès, s'il n'y a pas de changement d'ici là. C'est un bon signe de reconnaissance. Nous mettons souvent en avant, à juste titre, la faiblesse des moyens publics dédiés à l'ESS, mais au fond, je me demande si notre faiblesse première est que nous demeurons incompris, parce que insuffisamment clairs, parfois insuffisamment unis. Peut-être même ne jouissons-nous pas d'un pouvoir suffisant de nuisance, dès lors que le respect ou la considération de nos jours ne sont accordés qu'à ceux qui dérangent. Voilà de quoi réfléchir pour la suite, mon cher Benoît. Chers amis, une nouvelle équipe élue, vous comprenez que je n'arrive à la fin, tout va bien. Une nouvelle équipe élue aux côtés de Benoît va prendre le relais et j'en félicite chacun des membres chaleureusement. Je laisserai Benoît, je pense qu'il va le faire, présenter cette nouvelle équipe plus tard. Mais je veux avoir quand même quelques mots personnels envers l'équipe des salariés de ESS France, excusez-moi de prendre ce temps. Lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a 5 ans et demi, il n'y avait dans les locaux de ESS France, qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs, que Céline et Jamila. Je ne sais pas si Jamila est là en fait, mais le délégué général venant de partir en retraite m'avait conseillé de ne pas recruter tout de suite parce que je n'étais pas tout à fait sûr que ça allait bien marcher cette affaire. C'est un conseil sympathique, mais tout ça était très bien, mais c'était peu. Puis arriva Lucie, qui est là-haut, je l'ai vue, pour animer l'équipe et organiser la fusion avec le CNCRES. C'est ainsi que nous avons accueilli, de mémoire, une demi-douzaine de nouveaux collaborateurs, dont évidemment l'excellente Marthe, qui je sais qu'elle est là, qui fut en quelque sorte la figure de proue de cette équipe-là, avant de nous quitter pour d'autres cieux, que je sais néanmoins clément. Je pense aussi à... Elle est là? Elle est là. Je pense aussi à Benjamin, Mathieu et Julien de l'Observatoire, à Fabrice au développement économique, à bien d'autres, bien sûr, qui aussi sont parfois partis depuis. L'arrivée d'Antoine comme délégué général a marqué une troisième étape qui nous amène à ce qui est aujourd'hui l'équipe de ESS France, c'est-à-dire près d'une vingtaine de personnes, y compris nos alternants et stagiaires. Pauline et Mathilde, au pôle affaires publiques, qui ont tant fait, je le dis, pour la réussite de ce congrès. Je les remercie encore, pas elle toute seule, mais elle vraiment à la manœuvre régulièrement. Marie à la communication, Clara à l'administration aux finances, Michele à l'animation, Aurore bien sûr à la transition écologique, mais j'y associe en vrac Elsa, Victoria, Inès, Steve, Raphaël, Chloé, Juliette et Josie, je crois que j'ai oublié personne. J'emporte avec moi le souvenir de vos compétences incontestables, de votre engagement incroyable. Je reviens à toi, Antoine, mon complice. Merci d'être un animateur hors pair. En même temps qu'un technicien à l'expertise incontournable, il faudra juste que tu ranges ton bureau. Mesdames, Messieurs, il est temps pour moi à présent de passer le relais au nouveau président de ESS France, Benoît Hamon. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le présenter, je pense qu'il est plus connu que moi. Et il prendra la parole demain en clôture de ce congrès. Notre long cheminement commun, en gros 35 ans, fait que, je crois, nous nous connaissons bien. Je suis sincèrement fier qu'il ait été choisi par le CA de ESS France pour me succéder, au terme d'un exercice que nous avons essayé de rendre transparent et ouvert autant que possible. Je suis persuadé que son aura médiatique, son sens politique, ses solides convictions, je crois qu'on est d'accord, alliées à son parcours d'entrepreneur social, qui est plus récent, sa connaissance de nos enjeux, notamment du fait de la loi qui porte son nom, seront des atouts déterminants pour la période qui s'ouvre. Celle de nouvelles ambitions pour l'ESS, bien sûr, mais potentiellement aussi celle de la résistance. Tu auras besoin, Benoît, de t'appuyer en confiance sur le collectif que nous avons su constituer patiemment ces dernières années. Prends-en soin, il est d'hiver,
talentueux, mais toujours fragiles, parce que ce sont des femmes et des hommes. Je veux au passage aussi remercier Damien Baldin, qui est là, et Stéphane Junique, qui est souffrant, je l'excuse, qui ont été tes concurrents, qui t'ont assuré spontanément de leur soutien. Merci à eux, car il va falloir faire bloc. Je veux enfin, et c'est la fin, dire à mes collègues, vous êtes nombreux dans la salle pour le coup, à mes amis, un certain nombre aussi, en particulier Claire, Éric et Marion, et quelques autres complices, avec lesquels nous avons tant partagé ces derniers mois, notamment au début 2023, que nous devons préserver l'esprit de ce que nous avons vécu ensemble à New York, que j'évoquais tout à l'heure, et dont Benoît a été le témoin. Être solidaires de nos combats respectifs, partager ensemble la même vision d'une société, d'une démocratie, apaisée mais exigeante, et travailler enfin sans relâche au service d'une société plus fraternelle. Je vous remercie.